En Chine, la valeur d'un logement au centre-ville de Shanghai équivaut à 46 fois le salaire annuel moyen. À Vancouver, c'est 11 fois le salaire d'un citoyen ordinaire, disons. Là. Et au Québec, ben, c'est sûr que le rapport est nettement plus avantageux, on s'entend. Là, c'est pas Vancouver ni Shanghai, mais quand même, les effets de la crise immobilière se sont fait sentir durement durant la dernière année, spécialement lors de la fameuse journée nationale du déménagement, soit le 1er juillet, où des centaines de familles, particulièrement dans les milieux urbains, se sont retrouvés à la rue. Pour certains, dont la chroniqueuse Émilie Frémont-Cloutier, ce phénomène serait symptomatique d'une conception du logement qui ne tient pas assez compte de sa finalité, et j'ai nommé les personnes qui habitent ces logements. Salut Émilie. Salut. Je reprends un peu la thèse, ou disons la sous-thèse là, de ton texte du numéro de septembre du magazine Le Verbe intitulé « Les déracinés de l'été ». Tu commences ton texte en parlant d'un phénomène qui embrasse assez large là, les évictions, les rénovictions, les expulsions, tout ça. Est-ce que c'est marginal ou c'est quoi l'ampleur de ce phénomène-là au Québec? Bien, en fait, depuis les dernières années, ça a pris vraiment beaucoup d'ampleur. Là. En fait, on a qu'à éplucher là, les médias qui parlent là, de ce phénomène-là. Il y a de nombreux articles. Là. Donc, je dirais que c'est un phénomène qui touche encore plus fortement, je dirais, Montréal, des quartiers comme Verdun, Saint-Henri, je dirais qu'ils sont en phénomène de gentrification. Ici à Québec, ça va être beaucoup, je dirais, secteur du centre-ville. Saint-Sauveur, Limoilou. Oui, c'est ça. Gentrification en 2 mots, comment tu définis ça? La gentrification, en fait, c'est le fait de développer logements, services, je dirais, dans un secteur qui est nouvellement prisé, là, je dirais, par une nouvelle génération de gens un peu plus aisés. Donc, en tout cas, dans des secteurs où traditionnellement, il y a des gens là, plus défavorisés. Donc, quartier qui traditionnellement était plus populaire, disons, ouvrier, pour reprendre des termes presque d'une autre époque. Tout d'un coup, il y a des gens qui se mettent à acheter des condos, découvrent la valeur justement d'être proche du centre-ville, par exemple, ou de ils développent certains un services. Style de vie. Uh-huh. Puis, pour répondre à ce style de vie-là, ben c'est ça, il y a des commerces qui se développent, il y a des logements, il y a des promoteurs qui achètent des logements pour qu'ils se mettent à être plus subdivisés. Donc, il va y avoir une rareté aussi des grands logements. On parle des gens démunis, mais c'est seulement aussi un certain profil de la population. Là. Si c'est une famille, ça peut être plus difficile de trouver un logement. Simplement trouver un logement, puis encore plus en trouver un qui est abordable. Ouais. Parce que quand on parle d'expulsion, là, dans l'imaginaire collectif, disons, il y a une partie de ça qui va être associée à des gens, des mauvais payeurs ou des gens qui mériteraient peut-être d'être expulsés, là, mais c'est loin d'être seulement ce cas-là. Là. Non, c'est ça, c'est loin. Ça dépasse largement ce phénomène-là. Je dirais, dans les articles en question que j'ai lus, il y a eu des cas de rénoviction. Pour prendre un cas type, là, un article d'une dame qui vivait depuis une trentaine d'années dans le même logement, un couple. Puis, en fait, il existe une loi, en fait, pour les gens qui ont plus que de 70 ans, là, pour défendre leur droit de rester dans un logement quand ça fait des nombreuses années qu'ils sont présents. Mais il y a vraiment une lourdeur bureaucratique à tout ça pour que les gens arrivent véritablement à se défendre, pour que ce soit appliqué. Là, c'est une autre paire de manches. Mm-hmm. Alors, c'est des gens qui se retrouvent carrément à la rue ou est-ce qu'ils sont pris en charge par la Croix-Rouge? Comment ça se passe? Ben, dans le cas, c'est ça. Quand il y a 500 ménages à la rue, c'est sûr qu'il y a des programmes là, comme la Croix-Rouge qui existent. Il y a les organismes communautaires selon les quartiers. Là, il y a ce qu'on appelle des comités logements, pardon. Là, dans le cas de Québec, il y a le comité citoyen-citoyenne de Saint-Sauveur. Il y a même des comités logements, pas seulement là, en région urbaine, mais aussi dans certaines régions là, de Québec. Donc, ces gens-là offrent un accompagnement d'urgence souvent. Mais c'est ça, là, les gens doivent être de temps à autre, là, il y a des programmes pour qu'ils soient logés temporairement dans des motels. En attendant de trouver autre chose à la hauteur de leurs moyens. Mais finalement, j'imagine que ce que ça fait, c'est que ces gens-là doivent trouver des logements plus en périphérie, s'éloignent des centres, non? Bien, c'est ça. Souvent, c'est un phénomène dans plusieurs secteurs qui est de plus en plus présent. Là. C'est que les gens, pour trouver un logement abordable alors qu'ils restaient au centre-ville, vont s'en aller dans les banlieues. Puis le problème, c'est souvent, il y a moins de services de proximité aussi dans les banlieues. Donc, des gens qui étaient habitués pour des questions financières de tout faire à pied, mais se retrouvent avec leur logement, mais
des fois mais plus grand-chose. Donc, ça accessible cause autrement qu'en problèmes. voiture. Ouais, c'est ça. OK. Bon, là, on a un peu fait le portrait de la situation. Il existe des solutions ou on est devant une fatalité? Bien, en fait, il y a de nombreuses solutions. Là. J'aime ça être positive dans la vie, là, proactive. C'est ça, il faut seulement avoir, je pense, la volonté politique des appliquer et des prendre. Mais ça, c'est à l'échelle plus politique, mais je pense qu'à l'échelle personnelle, il y a aussi des engagements qui peuvent être pris en ce sens-là. Commençons par le politique 2 minutes, puis après ça, on prendra plus de temps pour la petite échelle. C'est ça. Sur le plan politique, je dirais il y a des associations telles le FRAPRU, là, je peux dire, c'est le Fonds d'action populaire en réaménagement urbain, finalement, qui est à l'échelle nationale, défend le droit au logement. Eux, ça fait longtemps qu'ils disent et qui réclament qu'il y ait comme une construction de 7 000 logements sociaux par année au Québec. Je pense que c'est 50 000 à l'échelle du Canada. Parce que c'est ça, il y a vraiment un grand besoin, mais pour que ce soit appliqué, je pense que ça prend une volonté politique, puis même, au niveau provincial, mais dans chaque municipalité ici, puis des groupes à Québec notaient qu'une occasion manquée de ça récemment, c'est à Vanier. Il y a un réménagement du centre d'achat Place Fleur de Lys. C'est vrai. Puis, c'est ça, il y a le quartier Vanier qui est situé tout à côté, qui est un quartier où, je dirais, il y a la concentration, là, je dirais, de gens qui ont un faible revenu, un certain niveau de faible revenu. Puis, ça aurait été une bonne occasion, en fait, que la construction des logements à Fleur de Lys, il y en ait au moins une partie qui soit abordable. Ouais. Ou subventionnée, mais il aurait pu avoir un partenariat dans cette histoire-là. C'est ça. Ça ne serait pas du tout prévu pour l'instant dans le projet, alors qu'on voit clairement que aux alentours, c'est un besoin qui est là. Puis, c'est ça. Puis, j'aime mieux, tu sais, c'est pas parler, tu sais, parce que ça peut être stigmatisant de dire les gens sont pauvres dans ce coin-là. Je pense que c'est important quand on parle de logement de ne pas aller forcément dans ce terme-là, mais juste nommer que c'est ça, il y a des gens qui ont un plus faible niveau de revenus dans certains secteurs. James? Mais parlant des logements pour les personnes à faible revenu, là, peut-être ce qu'on appelait autrefois les HLM, là, est-ce qu'on remarque une baisse généralisée dans l'écosystème québécois ou c'est quoi la situation un peu de ces logements-là? Est-ce que tu sais? Je dirais que, honnêtement, je ne suis pas bien... je suis pas bien informée sur la question. Ce que je sais, c'est qu'il y a un grand besoin d'en construire des supplémentaires. Ce que je sais, c'est qu'il y a une forme de logement qui est beaucoup plus développée, là, je dirais, depuis les dernières décennies, depuis assez récemment. Il y a soit les coopératives d'habitation, ou soit il y a des programmes fédéraux aussi qui financent, qui peuvent financer des propriétaires pour que dans leur parc de logement, avoir certains logements subventionnés. Donc ça, je pense que c'est aussi intéressant. Là, c'est de plus en plus subventionné. Puis je trouve que l'avantage de ça, c'est que pour l'inclusion sociale, qu'il y ait une diversité de personnes à un même endroit, ça peut être quand même... une richesse. Une richesse, puis ça peut être quand même un bon moyen de le faire aussi. On parle de personnes à plus faible revenu, mais tout ça est assez relatif, surtout compte tenu du fait que le prix, l'augmentation du prix des logements dépasse largement l'inflation. Donc, il suffit pas d'être pauvre là, pour être atteint par ces enjeux-là. Une famille, disons, classe moyenne, pourrait subir les contre-coups là, de la flambée immobilière, c'est évident. Émilie, on a parlé de l'aspect un peu plus politique. Là. Nous, comme simples citoyens dans notre quartier, y a-t-il des choses qu'on peut faire pour améliorer la situation? Oui, bien, moi, je pense que tout simplement, je parlais de coopératives d'habitation. Il y a des projets qui se mettent en place. Ça peut être s'engager de près ou de loin dans des projets comme ça. Ça peut être aussi penser, quand on veut déménager, à céder son bail. Là. Un peu à l'avance, ça a l'air niaiseux, là, mais c'est vraiment un des meilleurs moyens. Dans le fond, tu as payé un logement à un certain montant avec pas beaucoup d'augmentation, un certain nombre d'années, puis tu planifies pour le céder à une autre personne. Je dirais aussi, je dépasse un peu le terme strictement du logement, là, mais je pense que, c'est pour que des gens se sentent bien dans une communauté, être bien logé, c'est aussi être dans une communauté vivante où il y a... c'est au-delà des quatre murs, là. Oui, c'est ça. Je dirais c'est favoriser le bon voisinage ou simplement aller vers les gens que je dirais qui
qu'on fréquenterait pas si facilement normalement, tu sais, dépasser ses propres cercles d'amis, tout ça. Là. En fait, je faisais référence dans la chronique que j'ai écrite. Le pape nous invitait en juillet. Là, c'est une prière qui faisait, ça se nomme, c'est des petites capsules qui se nomment la prière du pape. Oui. Puis, c'est comme ses intentions oui, du mois. Ça. Là, ouais. Puis, il nous encourageait à être architecte de l'amitié sociale. Donc, moi, ça m'a amené une réflexion de dire, bien concrètement, à l'échelle d'un quartier, quand je vis dans un quartier, c'est quoi que ça implique? Je pense que c'est ça, ça implique d'essayer c'est ça, de côtoyer des gens que... Pardon, je me répète, là, mais c'est ça, c'est... Qu'on côtoierait pas nécessairement dans des cercles d'intérêt. Par exemple, on a une voisine qui est plus âgée ou on a l'autre voisin après qui appartient pas nécessairement au même groupe social que nous, mais qu'on gagnerait à connaître. Justement, ça fait partie de la richesse de la diversité qu'on retrouve dans les quartiers. Pour avoir habité dans les quartiers populaires, quand j'étais étudiant, disons, ce qui me fascinait, c'était justement de voir la grande diversité. Moi, j'appelais... il y avait les locaux, là, ceux qui étaient là depuis des générations. Je le voyais dans tes notes, tu disais que c'est une mémoire vivante, hein, ces gens-là qui peuvent nous enseigner beaucoup sur la vie du quartier, par exemple. James? Moi aussi, je peux témoigner que j'ai passé une bonne partie de mon enfance là, dans un HLM, dans une rue où il y avait plusieurs HLM, en fait. Puis c'est ça, tout le monde se côtoyait, tout le monde se connaissait. Il y avait une vie, là, c'était un peu une jungle des fois, mais c'était extraordinaire. Là. Alors, comment préserver ça, justement, en se visitant un peu plus, en osant se déranger, Émilie, tu dirais? Oui, je dirais en osant se déranger, cogner aux portes, mais c'est aussi, je dirais, en termes d'aménagement, là, tu sais, carrément, je dirais, il y a un projet dernièrement là, qui a été, en tout cas, initié par Saint-Roch. Il y a une citoyenne qui demandait à ce qu'il y ait un stationnement, un parc en place, un stationnement qui était en vente. Donc, c'est le genre d'initiative que les citoyens peuvent demander à leurs élus pour qu'ils se fassent plus d'espace vert, mais pas développer n'importe comment, mais des lieux qui suscitent la rencontre, en fait. Ça, c'est un bon moyen d'améliorer la vie de quartier, en fait. Puis on pourrait être étonné de voir à quel point la politique municipale, c'est très proche du citoyen. On peut avoir un impact assez facilement, je pense, hein, comme citoyen au niveau municipal. Là. C'est bien plus facile de changer une politique municipale qu'une politique fédérale, par exemple. Oui, c'est ça, à contacter nos élus ou juste aller au conseil municipal pour faire de telles demandes. Là, ça peut être reçu assez facilement aussi. Les comités citoyens qui existent là, dans divers quartiers aussi. On peut faire un bout de chemin avec eux, c'est certain. Puis, c'est ça, il y a toutes sortes d'alternatives. Puis, je dirais pour, tu sais, au niveau entrepreneurial, là, parce que je dois parler, il doit y avoir plusieurs entrepreneurs immobiliers qui nous écoutent, ou en tout cas. Mais je pense que ça peut être... en tout cas, se lancer là-dedans, en fait, ça peut être une bonne avenue aussi admettons que je reste dans un quartier, c'est ça, faire des achats, mais essayer dans la façon de développer là, cette entreprise-là, de rester à échelle humaine, puis essayer, en tout cas, dans les circonstances qui ne sont pas si faciles, mais d'offrir des logements abordables, puis aux gens qui en ont vraiment besoin. Tu sais, je crois beaucoup... c'est ça, ce travail-là aussi de personne en personne aussi. Là, oui, il y a les grandes politiques, mais si en tant que chrétien, on peut investir une communauté puis avoir cette vision-là, c'est... Même comme entrepreneur immobilier. Oui. Comment ça se passe à Limoilou, les Blais, Lacombe, Pajot, Saint-Hilaire? On a été témoins, disons, indirects de quand même plusieurs rénovations au printemps, là, puis lors du déménagement. Il y a plusieurs, justement, des entrepreneurs un peu véreux. Oui, disons. Je veux dire voraces, mais qui sont bien implantés dans le quartier, qui font beaucoup d'achats, justement pas à échelle humaine. Le locataire est vraiment le dernier des soucis. Le profit est vraiment le premier des soucis. Et là, ça crée vraiment beaucoup de problèmes. Puis, on a regardé récemment pour changer de logement. Puis, juste en 1 an qu'on était là, on pourrait pas retrouver ce qu'on a
qui est déjà pas là, les logements ouais. mythiques avec des loyers bouchés de pain, là, mais reste que avec, c'est ça, là, une petite famille, avoir un certain nombre de chambres, c'est plus possible vraiment au centre-ville. Ben, juste à Québec, en fait, trouver un logement où est-ce qu'on peut avoir 3, 4, 5 enfants comme locataire, là, c'est parce que ça existe presque plus. Oui, c'est vraiment difficile. De notre côté, on a renoncé à s'acheter une propriété aussi au centre-ville parce que c'est ça, c'est vraiment trop dispendieux. En tout cas, c'est un autre sujet là, qui est le marché locatif, mais... c'est ça. Puis juste, je pense qu'être témoin au centre-ville aussi de la montée de l'itinérance, je pense que c'est aussi une conséquence de ça. Mais c'est un sujet qui pourrait être élaboré aussi davantage. Merci beaucoup, Émilie Frémont-Cloutier, pour ce texte, pour la chronique que tu viens de nous livrer. Ça va continuer à mijoter, je pense, là, de devenir des architectes de l'amitié sociale. C'est vraiment un beau projet. Merci encore, Émilie. Merci, Antoine.